Je commence par une petite mise en contexte. Alors, cette communication devait être l'une de mes premières interventions dans le cadre d'un projet de recherche postdoctorale sur l'imaginaire de la fête sous la Troisième République que je devais réaliser sous la supervision de Michel Fournier, mais un projet pour lequel j'ai pas eu de financement. Donc, il est en un état encore plus embryonnaire que celui de Claudia. Donc, c'est un projet de recherche qui, pour le moment, est un petit peu en plan. Je sais pas ce qui deviendra, mais qui sait, peut-être que je le resoumettrai éventuellement aux organismes subventionnaires. Alors, enfin, je trouvais quand même intéressant de vous le soumettre aujourd'hui pour peut-être bénéficier de vos lumières. Alors, le projet lui-même, il est né du travail que j'ai réalisé pour ma thèse de doctorat dans laquelle j'ai examiné les liens entre la guerre et la fête que Marcel Proust tisse dans À la recherche du temps perdu et leurs interactions avec le discours sur ces deux thèmes, la guerre et la fête, qui circulaient en France sous la Troisième République, en m'arrêtant évidemment en 1922, année de la mort de Proust. Alors, dans la thèse, je me suis surtout concentrée sur la vision festive de la guerre, donc sur les points de contact entre guerre et fête que je trouvais ailleurs que dans le roman de Proust, donc dans des discours politiques, dans des articles de journaux, des manuels pédagogiques, dont le fameux Tour de la France par deux enfants, dans d'autres romans également, et dans des traités d'ethnologie. Une chose qui m'a frappée au cours de cette recherche-là, c'est l'importance de la fête comme objet de discours sous la Troisième République. Donc, ce régime est notamment jalonné par la publication d'articles, de traités fondateurs aussi pour l'étude de ce phénomène en sciences humaines, dont la fête est à l'époque un objet d'étude privilégié. Donc, ces travaux sont signés notamment par Henri Hubert et Marcel Mauss, par Arnold van Gennep, James George Fraser, dont les travaux sont traduits en français vers la fin des années 10, années 20, si je me rappelle bien. Émile Durkheim et Sigmund Freud, dont les travaux sont aussi traduits en français dans les années 20. La fête est aussi l'objet de discours politiques, pédagogiques, journalistiques, religieux qui se focalisent particulièrement autour d'événements dont on peut raisonnablement supposer qu'ils ont des effets significatifs sur l'imaginaire de la fête. Donc, on pense à l'adoption en 1880 du 14 juillet comme fête nationale de la République française, à la tenue des premiers Jeux olympiques modernes en 1896, à l'adoption en 1905 de la loi de séparation des églises et de l'État, de la Grande Guerre et de l'armistice, bien sûr, des fêtes de la Victoire tenues en 1919 et en 1920 de la canonisation de Jeanne d'Arc, doublée de l'instauration d'une fête nationale la célébrant, la fête de Jeanne d'Arc et du patriotisme. Donc, j'ai donc eu l'idée, pour ce fameux projet de recherche, d'étendre ma réflexion à la notion de fête dans son ensemble, d'imaginer un imaginaire de la fête qui me semble être en mutation sous la Troisième République, où la notion de fête est interrogée et redéfinie par ces multiples discours qui la prennent pour thème. Donc, j'en viens maintenant à l'objet plus précis de cette communication. Alors, une bonne façon d'obtenir un petit aperçu du travail sémantique intense dont la fête est l'objet sous la Troisième République et le dictionnaire, plus exactement, donc les différents dictionnaires publiés pendant cette période. Ce sont bien sûr des ouvrages qui oscillent entre deux pôles du rapport à la langue, puisqu'ils jouent à la fois un rôle normatif, donc ce sont des ouvrages de référence. C'est particulièrement vrai du dictionnaire de l'Académie française, mais les dictionnaires ont aussi un rapport descriptif avec le lexique, dont ils enregistrent les déplacements de l'usage, les redécoupages sémantiques. Alors, pour la communication d'aujourd'hui, j'ai retenu en fait deux petits ensembles de dictionnaires. D'une part, les dictionnaires de l'Académie française, dont la 7e édition est publiée en 1878, la 8e de 1932 à 1935, donc à peu près au début de la période qui m'intéresse, ainsi que les dictionnaires Larousse publiés sous la Troisième République. Donc, je commence avec le dictionnaire de l'Académie française. Je suis désolée, mes premières diapos sont vraiment très, très chargées. Ce sont des définitions qui sont vraiment très, très longues. Alors ça, c'est la moitié de la définition avec, vous le voyez, plein de coupures. Donc, il y a beaucoup de matière là-dedans. Et donc, bien sûr, cette 7e édition-là, elle date d'avant l'adoption du 14 juillet comme fête nationale. Et l'entrée qui est consacrée dans cette édition au mot fête donne préséance au sens religieux de la fête, sans surprise, peut-on dire, puisque dès son apparition dans la langue française vers 1050, le terme feste désigne une célébration faite à un jour marqué dans un contexte religieux, nous apprend Alain Rey dans son dictionnaire historique de la langue française, qui lui, évidemment, est beaucoup plus récent. La dimension religieuse du mot fête serait d'ailleurs bien plus ancienne, puisque l'ancêtre latin du mot tire lui-même son origine d'une racine indo-européenne à valeur religieuse, qui est attestée dans la langue italique, donc soit sous la forme fes, F-E-S, bon, c'est la graphie qu'on adopte là, F-E-S ou F-A-S.
Pour revenir à l'entrée du dictionnaire de l'Académie française de 1878, donc c'est une entrée qui reprend mot pour mot, en fait, les définitions, les exemples de l'édition précédente, qui date, elle, de 1835. Donc, de la monarchie de Juillet aux premières années de la Troisième République, l'avis de l'Académie sur le sens de ce terme et son usage est apparemment inchangé. Ou en tout cas, ça ne bouge pas assez suffisamment pour qu'ils sentent le besoin de revoir cette entrée. Ce qui m'intéresse particulièrement dans cette définition, c'est ce qui va disparaître entre cette édition et la suivante. Donc, ce qui va disparaître, je l'ai mis en caractère gras. Ce qui est en violet, c'est ce qui est modifié, donc d'une édition à l'autre. Donc, un exemple qui reste, mais qui est formulé différemment dans l'édition suivante. Donc, qu'est-ce qu'on voit disparaître? D'abord, des mentions, donc ce qu'on va voir disparaître, c'est-à-dire que c'est encore là en 1878, ça n'y sera pas dans l'édition des années 30. Donc, des mentions de fêtes issues d'autres religions et mythologies. Donc, c'est vers le haut. Donc, les fêtes des Égyptiens, des Romains, des Juifs, etc. La fête d'Isis, d'Osiris, de Jupiter, de Junon, de Vénus, etc. Donc, on note une sorte de réduction entre ces deux éditions-là de la diversité religieuse, une sorte de resserrement autour des fêtes chrétiennes. D'autant plus que dans l'édition suivante, et on la verra tout à l'heure, on ajoute deux exemples de fêtes de saints, la fête de Saint-Pierre et la fête de Sainte-Geneviève. Mais également, qui sont là dans cette entrée-là et qui vont disparaître, il y a tout de même certaines locutions tirées du vocabulaire chrétien. Une grande fête, une petite fête, un jour de fête. Il y a aussi dans cette définition... Et je crois que c'est... Ouais, non, c'est là, vers le milieu de la diapo, donc un développement sur les fêtes chômées, donc sur le rapport entre fête et travail, qui lui aussi disparaîtra par la suite. D'autres éléments qui sont supprimés, c'est un certain nombre de proverbes et d'expressions familières. Donc, on voit ici un petit peu dans le bas de la diapo. Donc, on dirait, je ne sais pas, mon hypothèse, on dirait que par là, la parole populaire, en fait, semble... perdre en visibilité, en droit de cité. Donc, il y a non seulement des proverbes, mais aussi des locutions familières qui sont supprimées. Donc, conséquence de ces nombreuses suppressions, la définition de la 8e édition, donc là, je suis passée un peu, il y a d'autres, donc à la fin de la définition, donc vous voyez, c'est en deux parties, hein, c'était très long. Il y avait d'autres proverbes, mais donc, la 8e édition, ça tient en une seule, avec les mêmes coupures là, que j'ai faites dans la définition précédente. Ça tient en une diapo, même si c'est assez serré. Donc, c'est une entrée qui est nettement plus courte, mais qui comporte par ailleurs quelques ajouts. Des exemples désignant des fêtes civiles, mais qui sont encore désignés comme des extensions du sens du jour consacré à un saint. Donc, on a la mention de la fête nationale. Donc, ça, c'est en bleu, ce qui est apparu et est en bleu, ce qui n'y était pas dans la version précédente. Donc, la fête nationale et l'armistice, évidemment. Une autre transformation pour une expression « il ne se vit jamais à telle fête ». En 1878, on parlait de « quelque aventure extraordinaire et surprenante », tandis que 60 ans plus tard, l'aventure, qui est donnée en explication, a pris une tournure heureuse. Il ne pouvait s'attendre à ce qui lui est arrivé d'heureux. Donc, la simple surprise a, entre-temps, pris une connotation positive. C'est de la bonne fortune, finalement. À la fin de l'entrée, donc c'est la toute dernière ligne, la fête devient apparemment pour certains un mode de vie, puisqu'on a l'expression « faire la fête », signifiant mener une vie de plaisir et de désordre. Aussi à souligner, donc les définitions de ces deux éditions du dictionnaire de l'Académie française font tout de même la part belle aux réjouissances dans la définition de la fête, dans l'entrée sur la fête, pas qu'elles viennent tout de même après les sens religieux. Et cet aspect de réjouissance-là, on le verra, est moins évident dans les dictionnaires Larousse. Donc on parle de réjouissances publiques qui se font en certaines occasions extraordinaires, réjouissances aussi qui se font dans des assemblées particulières. Et ça, c'est repris à l'identique d'une édition à l'autre. Donc, les dictionnaires Larousse, qui sont habituellement plus proches de l'usage, plus sensibles à des ajustements sémantiques que ne l'est le dictionnaire de l'Académie. Tout de même, les dictionnaires Larousse reprennent à l'identique pour l'entrée fête le même article depuis la toute première édition du nouveau dictionnaire de la langue française, publié en 1856, et ça jusqu'à 1905, inclusivement. Donc, c'est la courte entrée que vous avez là. Donc, c'est la même là, qui est reprise pendant une cinquantaine d'années.
Donc, jour consacré à des actes de religion, jour de la fête du saint dont on porte le nom, soit une fête, solennisation d'un événement heureux, faire fête, bien accueillir. Donc, on voit que cette définition-là, encore, donne une nette priorité au sens religieux et aux jours marqués, aux jours consacrés. Le sens heureux vient ici aussi à la fin de la définition et on note qu'il reste solennel. Donc, même faire fête, c'est bien accueillir. Donc, il y a une certaine gravité, un certain sérieux de la fête, même dans sa face souriante. Donc, on n'est pas dans les débordements, dans l'excès, on n'est pas dans le monde inversé du carnaval. Il semble donc encore trop tôt, en 1905, malgré les événements d'importance en lien avec la fête qui ont eu lieu entre 1880 et 1905 inclusivement, donc Fête nationale, Jeux olympiques de 1905, pour que les rédacteurs du dictionnaire Larousse portent attention à ce terme et sentent la nécessité d'en revoir la définition et les exemples. Mais en 1919, là, on note vraiment des transformations intéressantes. À côté de la solennité religieuse, on a la solennité civile et cette solennité-là, elle vient en premier. Donc, elle prend le pas sur le jour consacré qui lui passe en second. À côté de l'exemple de la fête de Pâques apparaît la fête nationale et plus loin, donc, on ajoute l'expression fête légale signifiant jour férié. Tout ceci semble indiquer un ancrage peut-être plus profond de l'imaginaire et du calendrier républicain, une reconnaissance aussi du rôle de la République comme créatrice de fêtes. On remarque aussi que l'accent est mis sur la mémoire, donc la solennité a lieu en commémoration d'un fait important et le jour est maintenant consacré non pas simplement au saint, mais à sa mémoire, à la mémoire de ce saint-là. Est-ce que c'est l'effet de la guerre et d'un certain devoir de mémoire qui se transmettrait aussi à la fête, peut-être? Et on voit aussi que côté heureux de la solennité festive, alors qu'en 1905, on avait la solennisation d'un événement heureux, est maintenant évacué. Par ailleurs, donc même si ce côté heureux de la solennité festive disparaît, on a une quinzaine d'années avant l'apparition de la 8e édition du dictionnaire de l'Académie française, donc on a l'apparition de cette locution « faire la fête » avec pour sens vie de plaisir, sans le côté désordonné qu'on trouvait du côté de l'Académie française. Donc, je sais pas, j'ai pas pu jusqu'à maintenant consulter toutes les éditions de toutes les années là, du dictionnaire. Je suis un petit peu tributaire de ce qui est disponible sur Gallica, dans les archives ici à Montréal, mais je serais intéressée à voir exactement à quel moment ça apparaît, cette expression-là, qui est ensuite reprise dans le dictionnaire de l'Académie. Donc, c'est assez particulier parce que cette définition de la fête-là, elle est un petit peu bipolaire, c'est-à-dire qu'elle a un caractère solennel et mémoriel qui est très, très marqué, mais en même temps, on y voit que la fête, à l'autre extrémité, si on veut, peut devenir une sorte de mode de vie pour certains. Et là, c'est une vie de plaisir. Donc, on est assez loin de cette solennité religieuse en commémoration d'un fait important qu'on a en tête de l'entrée. L'entrée de l'édition de 1922 du Petit Larousse est presque identique à celle de 1919, sauf pour deux différences. C'est en particulier la première qui m'importe. C'est l'exemple, donc, en 1919, on avait fête de Pâques et fête nationale, alors que là, l'exemple de cette solennité religieuse civile, c'est le 14 juillet et la fête nationale de la France. Donc, c'est très explicitement français cette fois. Et le côté religieux, donc, disparaît de l'exemple. Le sens civil et républicain gagne encore plus de terrain au profit du religieux. Petit bond jusqu'aux années 1930, plus précisément à 1932 et 1939, puisque les deux éditions du dictionnaire complet illustré de la langue française de Larousse sont identiques pour ces deux années, et elles semblent opérer une sorte de compromis par rapport aux entrées de 1905 et de 1919-1922 qu'on vient de lire. D'abord, on note que c'est une entrée plutôt courte, un petit peu comme celle de 1905. J'ai l'impression que c'est pas exactement le même type de dictionnaire, peut-être, mais bon, c'est ça, c'est un corpus qui est un petit peu lacunaire pour le moment, là, en fonction de ce que j'ai pu consulter. Peut-être que c'est une édition plus concise. En effet, on trouve la définition de la fête à la page 325 dans ces éditions-là, versus 397 pour 1919-1922, ce qui donne l'impression que c'est des éditions plus détaillées. Néanmoins, malgré cette similarité de format avec la définition avec l'édition de 1905 que j'ai consultée, on a on conserve cette idée-là plus récente du sens premier là, qui est une solennité religieuse ou civile.
en commémoration d'un fait important. Donc, la solennité est encore en tête, solennité qui peut être religieuse ou civile, et la dimension commémorative de la fête est conservée. On observe aussi la réintroduction d'une partie de la définition qui figurait dans la définition de 1905, mais qui avait été passée sous silence par la suite, c'est-à-dire cet événement heureux. Donc, c'est la partie qui est en bleu. La fête, on semble redevenue un peu plus joyeuse, malgré qu'on soit en pleine crise économique. Mais donc la dimension solennelle, c'est-à-dire publique, cérémonielle, formelle de la fête traverse tout de même cette entrée. Donc dans cette série d'entrées de dictionnaire, on est assez loin de l'esti de gros party auquel Véronique Côté convie les spectateurs de la pièce de théâtre, comédie musicale La Fête sauvage, qui est présentée ces jours-ci au théâtre de Katsu, et de la litanie des formes de fête qui s'offrent à nous et qui décline l'auteur Sarah Bertium, qui a contribué à ce collectif, qui est La Fête sauvage. Alors, je vous lis cette litanie des fêtes contemporaines. Beach party d'Halloween, de bureau ou d'adieu, peau d'ours devant foyer avec fondu pour deux, traque de coke de 6 pouces sur un comptoir en marbre, feu de joie et guimauve effoirés sous les arbres. Shower dans un drive-in, mariage au black and blue, DJ Serge au platine, menu extra foufou, fontaine de champagne, soupe d'aileron de requin, cru importé d'Espagne, orgie avec des nains. Bal rétro-futuriste, sauna médiéval, épluchette de blé d'Inde dans les jeux McDonald's, soirée meurtre et mystère dans une montgolfière, 5 à 7 martini au centre de la Terre. Carnaval des plaisirs sur le top du Mont-Saint-Bruno, terrain de tennis, cigare, feu d'artifice, YOLO. Sashimi de thon rouge sur les boules acacia, brochette de mineurs, moulé pilé au choix. Ou bien plus simplement, petit souper entre amis, jour de l'an qui dérape un peu avant minuit, discussion sur terrasse avec une pinte de blonde, soirée où on s'embrasse pour mieux refaire le monde. Alors, on voit toute la distance entre cette énumération et les sages définitions que je vous ai présentées. C'est bien sûr une question générique en partie. Là. Les définitions des dictionnaires contemporains sont bien sûr beaucoup plus sages, polies et solennelles que le texte de Bertium et Côté, mais qui est quand même néanmoins assez peu exagéré, assez réaliste finalement. Mais justement, donc, par la cartographie évolutive de l'imaginaire de la fête sous la Troisième République qu'il s'agirait de réaliser dans le cadre de ce projet de recherche, je pense qu'on gagnerait tout de même en compréhension des bases de cette espèce de panfestivisme contemporain, pour reprendre un terme de Philippe Muret, et que les textes de la fête sauvage mettent en évidence. Alors, pour revenir à nos entrées de dictionnaire, ce sont en quelque sorte les pointes de l'iceberg festif de 1880 à 1939, un aperçu de ce qui se trame dans les discours qui portent sur la fête, dont elles indiquent tout de même certains enjeux. Concurrence entre le religieux et l'étatique, comme on pouvait s'y attendre, c'est une tendance lourde de cette série d'entrées. Le côté heureux, joyeux de la fête qui gagne un peu de poids à la fois dans le dictionnaire de l'Académie française et dans le Larousse, donc au fil de la période. La question de la mémoire également, la dimension commémorative de la fête devient importante après la Grande Guerre, mais simultanément avec cette idée que la fête devient aussi un mode de vie possible, dans ce cas-là, est-ce qu'on ne ferait pas plutôt la fête pour oublier? Alors voilà quelques pistes qu'il s'agirait de suivre dans l'étude des thématisations de la fête dans les multiples discours sur ce phénomène culturel de 1880 à 1939.